prenons la direction de Gaza. Je suis aujourd'hui avec Rina Bassiste. Bonjour Rina. Bonjour. Et bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes correspondante à la radio israélienne à Paris, et rédactrice au journal américain Al Monitor. Grégory Phillips est avec nous. Bonjour David. Bonjour Grégory, chef du service international de LCI. Guillaume Oda, vous êtes là également, grand reporter. Guillaume, je sais que vous avez aussi vécu en Israël, oui, absolument. Quelques années, et donc votre expérience à la fois de terrain et votre analyse, vos analyses nous seront précieuses. Valérie Natafetissi également. Bonjour Valérie, et bienvenue à vous. Nous allons nous pencher sur cette accélération, ou plutôt cette confirmation. Benyamin Netanyahou avait au fond annoncé la couleur. Son objectif est de prendre le contrôle pur et simple de la bande de Gaza dans son intégralité. Et cette nuit, ou plutôt à l'aube, ce sont toute une série de frappes impressionnantes. D'ailleurs, nous avons quelques images qui nous sont parvenues. Elles sont filmées depuis une certaine distance. Mais ce qu'on sait, c'est que plus d'une dizaine d'immeubles, jusqu'à 20 immeubles, selon les informations qui nous parviennent, ont été abattus. Bien entendu, des victimes seront à déplorer. Le bilan sera communiqué plus tard. Des déplacés. Grégory, plus de 300 000 personnes qui ont été déplacées parce que l'armée israélienne prévient 5-10 minutes avant les frappes. Et cette question qui va nous animer aussi ce matin, est-ce que ce sont les prémices d'une intervention au sol ? Nous serons en direct dans un très court instant avec notre envoyé spécial, Gwendoline de Bono, le temps d'établir la connexion. Grégory, d'abord, première présentation des faits. Que se passe-t-il exactement ? Alors, d'abord, si on reprend les termes d'un journaliste de confiance qui travaille pour nous à Gaza, qui s'appelle Rami Abou Jamous, on était la nuit dernière sur une des nuits les plus violentes de ces derniers mois, comparable à celle du début de la guerre, en termes d'intensité de bombardement. Pour reprendre son expression, dans un message audio qu'il nous a laissé vers 3h du matin, le ciel noir est devenu blanc puis rouge, tant les bombardements étaient puissants. Maintenant, est-ce que l'offensive terrestre dans la ville de Gaza a débuté ? Pour parler clairement, est-ce que les blindés israéliens ont pénétré dans la ville de Gaza? C'est compliqué de vous le dire. Des médias américains affirment que oui, l'opération a débuté. Ça n'est pas confirmé à ce stade par l'armée israélienne. Et sur le terrain, on nous dit qu'il y a effectivement des blindés israéliens situés au nord-ouest de la ville de Gaza, mais qu'ils n'auraient pas progressé sur le terrain en direction du centre-ville. Voilà où on en est. En tout cas, intensification des opérations, ça c'est certain. Demande d'Israël à la population de Gaza City de fuir, ça c'est certain, vous avez raison. Il reste quand même encore environ 700 000 Gazaouis dans cette ville qui sont sur place et qui pour l'instant n'ont pas fait le choix de partir vers le sud. Et volonté de Netanyahou de poursuivre cette opération, ça c'est certain aussi. Nous allons nous rendre immédiatement sur place. Je vous propose qu'avant que nous commentions, nous ayons les informations les plus précises sur les faits. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Gwendoline de Bono. Bonjour Gwendoline. Première question, que sait-on à l'heure où nous parlons de l'opération qui a été déclenchée hier soir ? Alors, ce que l'on sait, pour l'instant, c'est que cette nuit, il y a eu une campagne de frappe massive de l'armée israélienne. Ce genre de campagne de frappe, elle est souvent menée pour accompagner la progression de troupes au sol, même si nous n'en avons pas exactement la confirmation. Toutefois, nous avons une source militaire qui nous dit qu'il y a effectivement des opérations avec des mouvements au sol et des opérations aériennes qui continuent sur la base, je cite, de renseignements précis. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a déjà des victimes civiles et que l'armée appelle les habitants à quitter la ville de Gaza pour se rendre dans le sud de l'enclave. Gwendoline, je rappelle que que le 7 octobre, 251 personnes ont été enlevées, les otages. 47 sont encore retenus à Gaza, dont 25 décédés selon l'armée israélienne. J'entends ce matin que le Hamas aurait sorti les otages des tunnels au moment où ils ont compris qu'Israël allait bombarder à nouveau. Pouvez-vous nous confirmer cette information d'une part ? Et d'autre part, est-ce que les familles des otages se sont mobilisées pour essayer de faire pression sur le Premier ministre ?
Alors il s'agit de sources sécuritaires qui disent que c'est une probabilité que le Hamas ait décidé de sortir les otages, pour certains dans les tunnels, de les sortir en prévision d'une offensive israélienne. Ce n'est pas quelque chose de confirmé pour l'instant. En ce qui concerne les familles des otages, eh bien, dès cette nuit, elles se sont rendues devant la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou à Jérusalem pour manifester. Ce qu'elles vont faire toute la journée aujourd'hui pour ces familles d'otages, c'est assez clair. Ce n'est pas leur sort que le gouvernement a à l'esprit en premier, même si l'armée dit l'inverse. Et puis, il faut savoir aussi que presque l'intégralité de l'appareil sécuritaire israélien, que ce soit le chef d'état-major des armées, dans les services de renseignement, eh bien, s'opposait à une offensive terrestre dans la ville de Gaza. Précisément, en tout cas, c'était l'une des raisons pour les conséquences qu'elle aurait sur les otages détenus par le Hamas. Merci beaucoup Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'LCI en Israël. Vous êtes avec Vincent Wartner depuis Tel Aviv. Rina Bassiste, je le disais en introduction de cette émission, est-ce que Benyamin Netanyahou n'est pas le pied au plancher de son tank, mais engagé dans une voie sans issue? Disons, ça fait maintenant quelques semaines que Benyamin Netanyahou il a pris la décision de conquérir la ville de Gaza et il ne recule pas. Dans aucun moment on a vu ni une grande pression américaine, ni quelque chose d'autre qui aurait pu changer son avis. Et là, il avance. Même hier, il y avait dans une réunion de cabinet de sécurité où il y avait le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, qui a répété pour la millième fois ces avertissements, disant que l'opération va être extrêmement coûteuse au niveau des vies humaines, des Gazaouites bien sûr, aussi au niveau des soldats israéliens. Il a parlé au moins des dizaines et des dizaines de soldats israéliens qui on risque de les perdre, et bien sûr la vie des otages. Donc l'armée est très claire, l'armée est contre cette opération, et malgré cette opposition qui était exprimée plusieurs fois par le chef de l'armée, Netanyahou continue. Donc là, on voit la suite, et ce n'est pas une surprise ce qui se passe. Certes, pour l'instant, on a le sentiment que c'est peut-être pas encore l'offensive terrestre, c'est pas encore des dizaines ou des centaines de chars qui sont sur le terrain, mais ça va arriver dans un jour, 2 jours, 3 jours. Oui, vous posez au fond, Rina, la question du sens stratégique de cette nouvelle opération, de cette accélération. Et nous sommes en ligne avec le général Bernard Norlin, ancien directeur de l'IHEDN. Bonjour mon général. Est-ce que cela a encore, selon vous, du sens sur un plan tactique, les opérations que mène Benyamin Netanyahou? Écoutez, je crois que la liaison est assez mauvaise, mais pour répondre à votre question, si vous voulez, au plan tactique, oui, on peut dire que oui. C'est-à-dire que le Premier ministre Netanyahou est enfermé dans sa guerre généralisée, et que donc tactiquement il dit je vais prendre Gaza, je vais absolument se réduire cette ville palestinienne, il faut que je la détruise et que j'en prenne le contrôle. Bon voilà, tactiquement, mais stratégiquement ça n'a strictement aucun sens. On voit bien que ça ne débouche sur rien. Netanyahou est enfermé dans la guerre, il s'est enfermé dans la guerre, et il est même prisonnier maintenant de sa guerre. Il est obligé d'aller toujours plus loin. Et donc, si on peut dire que tactiquement, oui, c'est un objectif tactique comme un autre, si je puis dire, compte tenu des pertes palestiniennes et du drame que vit le peuple palestinien. Mais stratégiquement, ça n'a strictement aucun sens. Au contraire, les retombées de ce massacre des Palestiniens, de ce massacre de la population gazaoui, finira inévitablement par retomber d'une façon ou d'une autre sur le peuple d'Israël. Mon général, donc voilà, on est dans une situation mon général, restez un petit peu avec nous quelques minutes. En avant. Ce serait formidable, parce que nous venons de recevoir un briefing, comme on dit, c'est pas du bon français, une présentation précise de l'opération par les autorités militaires israéliennes, et donc nous allons les détailler ensemble. Et j'aimerais, mon général, avoir ensuite votre sentiment là-dessus. Mais d'abord, brièvement, Guillaume, la même question. Est-ce que Netanyahou est engagé dans une voie sans issue? Bon, factuellement, le secrétaire d'État américain, hier, Marco Rubio, était en Israël. Donc il semble que si cette opération intense et intensive, comme elle est décrite par le Premier ministre israélien, se déroule aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu un feu vert. Ce qui se dit dans les cercles de défense
autour du chef d'état-major israélien et autour de Washington, c'est que Israël a carte blanche, mais la fenêtre de tir est limitée. Carte blanche pour faire plier le Hamas, comme le disait le ministre de la Défense Katz, faire plier le Hamas et créer les conditions du retour des otages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pression maximale, bombardement intense, déploiement de troupes au sol, ou en tout cas, parce que des réservistes commencent à se masser autour de la bande de Gaza, c'est l'issue ou le scénario probable, l'idée étant d'essayer de faire plier le Hamas et de faire en sorte qu'il finisse par rendre ses otages. Très honnêtement, compte tenu de la tactique militaire sur le plan cynique qui est employée par celle du Hamas, je doute qu'en réalité le Hamas plie. Grégory, les dernières informations. Oui. Que nous dit l'armée israélienne ? À l'instant, il y a eu effectivement un brief adressé à la presse internationale à Tel Aviv, et je me permets de lire les notes que nos correspondants nous envoient, mais sur ce qui s'est passé ces dernières heures, on a en tout cas une communication de l'armée israélienne. Intensification d'une opération commencée il y a déjà plusieurs semaines visant à prendre Gaza City. Ça, je pense que c'est à peu près clair, c'est clairement ce qui s'est passé ces dernières heures. Mouvement graduel vers et dans la ville de Gaza. C'est ce que dit l'armée israélienne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez une cohorte de blindés qui pénètrent dans Gaza City, mais un mouvement graduel pour aller affronter, selon l'armée israélienne, entre 2 et 3 000 combattants du Hamas qui seraient toujours retranchés dans la ville. Mais donc, pardon, je vous interromps Grégory, ça veut dire déclenchement de l'opération terrestre. Si, mouvement graduel dans et vers la ville de Gaza. Guillaume, je pense que... Je pense à ce stade qu'on n'est pas sur une opération d'invasion ou d'occupation totale de Gaza et que les forces israéliennes progressent graduellement. Je précise, Grégory, que les images que nous voyons en ce moment sont des images en direct de populations gazaouis qui fuient. Par la route de la plage. Donc là, vous qui connaissez bien le terrain les uns les autres, où sommes-nous et où allons-nous ? Alors là, on est autour de Wadi Gaza, c'est-à-dire qu'on est à peu près au milieu de la bande de Gaza. Les images que l'on voit sont des gens qui fuient donc, dans les conditions qui sont absolument claires, c'est-à-dire sur des véhicules avec un tas de bagages. On est à l'ouest, près du rivage de la bande de Gaza. J'ai recueilli un certain nombre de témoignages ce matin qui m'expliquent ce que c'est que de fuir dans ces conditions-là. Ouais. Il faut réunir entre 3 et 5 000 shekels. Ça veut dire à peu près entre 1 000 et 1 500 $ pour pouvoir en fait se payer une camionnette comme ça, pouvoir y charger et sa famille et ses bagages et pour pouvoir fuir. Ça explique le fait qu'en réalité, il reste 700 000 personnes à Gaza qui n'ont pas les moyens de fuir. Pas partir. Ils n'ont pas les moyens financiers de fuir dans un contexte extrêmement dégradé. C'est comme ça qu'il faut lire ces images. Merci beaucoup Guillaume. On parlait de zones humanitaires. Est-ce que sur le briefing de l'armée israélienne, il y a des détails supplémentaires là-dessus ? Non, pour l'instant, dans le brief, et juste je termine rapidement là-dessus, on est sur la situation à Gaza City. L'armée affirme qu'il y a désormais 2 divisions qui sont déployées autour de Gaza, avec une 3e est en route, que ces opérations ont lieu à la périphérie de Gaza City, mais pas dans le centre de la ville. Et dernier point, d'après l'armée israélienne, l'armée aurait pris le contrôle opérationnel de 40% de la périphérie de Gaza. Vous avez raison. Enfin, je pense que il y a des mouvements, que c'est sans doute le début de cette opération terrestre, mais on n'est qu'au début de l'opération. Est-ce qu'il faut utiliser le mot invasion ? Peut-être pas. En tous les cas, à la lecture de ce briefing réalisé par les autorités militaires israéliennes, on comprend que les opérations terrestres, après les bombardements massifs, vous le disiez Grégory, des bombardements dont l'intensité n'avait pas été observée depuis le début de la guerre, eh bien l'opération terrestre commence. Rina, vous nous direz ce qu'il faut en penser dans un très court instant. Restons ensemble. La situation évolue en temps réel pendant que nous vous la racontons et nous continuerons de vous la raconter avec le plus de précision possible. À 11h30, LCI vous répond. Comment protéger nos policiers ? Je suis tout à fait preneur de votre sentiment, de vos réactions, de vos suggestions peut-être. Je pose la question parce qu'on a le sentiment qu'ils ont une cible dans le dos. Il y a eu Tourcoing la semaine dernière. Là, nous découvrons que 7 policiers ont été lynchés. Ce sont les mots du procureur de la République à Reims. Comment protéger nos policiers ? Réponse d'LCI vous répond à 11h30. Restons ensemble. À tout de suite. Bonjour, rebonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, la dernière information, c'est que l'armée israélienne annonce le début de l'offensive principale sur Gaza. Je vous rappelle brièvement les faits. Cette nuit, ou plutôt à l'aube, une série de frappes
parmi les plus violentes, les plus intensives depuis le début du conflit il y a 2 ans. Oui, 2 ans. Oui, 23 mois. Bientôt, le 7 octobre. Ah oui, ça va faire 2 ans. 2 ans. Ça va faire 2 ans dans un mois, là. Je le réalise en vous le disant. Des frappes aériennes massives, des populations qui fuient en masse. On voyait tout à l'heure les images en direct. Un bilan que nous connaîtrons plus tard. Et la volonté de Benyamin Netanyahou de ne pas reculer. C'est ce que nous disait Rina Bassiste à l'instant sur le plateau. Il ira au bout de sa volonté qui consiste à prendre le contrôle de la bande de Gaza. Il dit détruire le Hamas, mais on a le sentiment que c'est une prise de contrôle qui se dessine. Les dernières informations, les voici. Et nous voyons à nouveau, Guillaume, ces images de fuite. Oui. Vous nous disiez, juste avant la pause, que ça coûte énormément d'argent. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas fuir, et donc certains restent, bien sûr, en arrière. Mais d'abord, concentrons-nous sur cette offensive terrestre. Voilà les mots qu'il faut employer, puisque offensive principale, vous disiez, Grégory, tout à l'heure, dans le briefing de l'armée israélienne, début des opérations au sol et des réservistes qui se massent autour de la bande de Gaza. Vous aviez les chiffres Alors pour le moment, d'après les derniers chiffres qu'on avait, c'était l'équivalent d'à peu près 60 000 réservistes mobilisés autour de la bande de Gaza, mais campagne de recrutement en cours. Et Rina nous disait qu'on irait peut-être jusqu'au chiffre de 120 à 130 000 réservistes mobilisés. À l'époque de la première offensive terrestre, c'était combien d'hommes ? 300 000 hommes. Bon. Rina, vous nous disiez que, au fond, il ne faut pas s'attendre à une grande annonce disant cette fois c'est l'offensive terrestre. En fait, elle se déroule sous nos yeux, c'est ça ? Je ne sais pas s'il y aura ou pas une grande annonce, peut-être il y aura, mais là, effectivement, sur le terrain, ça se prépare. Les chars ne sont pas encore donc à Gazaville, mais on voit aussi, et c'est très intéressant parce que Grégory a tout à l'heure mentionné les 2 divisions qui sont déjà postées au nord de Gazaville. Au moins une de cette division, ce sont des soldats qui ont opéré pendant beaucoup de mois sur le terrain. Donc, ce sont des soldats jeunes, certes, mais très expérimentés et qui connaissent extrêmement bien le terrain. Donc ça donne aussi une sorte de sentiment de ce qui va se passer. Et on attend effectivement, ça ne sera pas les réservistes, la plupart des réservistes, la plupart de ces 60 000, ou dans les prochains jours, on va arriver peut-être à 130 000. Et la plupart ne vont pas être déployés à Gazaville, mais plutôt ils vont libérer justement des soldats qui sont sur le front nord avec le Liban et la Syrie, en Cisjordanie, libérez-le entre guillemets pour que les soldats actifs vont entrer justement dans la bande de Gaza. Il y a une lassitude qui s'est exprimée de plus en plus ouvertement de la part des réservistes israéliens. On a pu lire des témoignages dans de nombreux papiers, y compris dans les journaux israéliens. Est-ce que c'est un paramètre qu'il convient de prendre en compte ? Bien sûr. Oui, absolument, sur plusieurs niveaux. D'abord, sur le niveau tactique, parce que là, quand on parle des 60 000 et des 130 000, l'estimation maintenant, parce que l'armée était très prudente de ne pas donner les chiffres exacts, combien de soldats vraiment ils ont répondu à l'appel, on est autour de entre 75 et 80% des personnes appelées qui ont répondu. Ça veut dire qu'au moins 20 personnes qui étaient, 20%, pardon, des soldats des personnes qui étaient appelées à cet service réserviste répondent plus. Soit ils sont trop fatigués, soit ils ne peuvent pas se permettre au niveau économique, soit au niveau, je ne sais pas, universitaire, ils sont des étudiants, soit tout simplement, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils ont peur, ils se disent c'est une opération qui va à l'échec, et on va payer avec nos vies, et pourquoi faire, justement, pour avoir toute cette misère d'abord sur les Gazaouites et aussi les risques de perdre la vie des otages. Précisons peut-être, Rina, que ce que vous décrivez en Israël est tout à fait inhabituel. Lorsque l'État israélien appelle ses réservistes, ils répondent à l'appel. Et donc là, il y a une évolution, importante. Ce qui est presque plus inhabituel, c'est que depuis 1 mois et demi déjà, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a dit presque publiquement toute son opposition à cette campagne qui est aujourd'hui peut-être en train de se dérouler sous nos yeux. Ça, c'est le premier point extrêmement inhabituel. Ensuite, je veux rebondir sur la question que vous posiez, mais qui est en miroir extrêmement intéressante à creuser. En miroir, le Hamas reconfigure sa guérilla, n'a aucun mal à recruter des dizaines de milliers de jeunes combattants qu'ils arment avec des Kalachnikov pour faire feu. Des dizaines de milliers, Guillaume, vous exagérez. Est-ce que c'est pas des milliers ?
entre 10 000 et 20 000, donc dizaines de milliers. Non, mais voilà. Donc, selon vos informations, les Israéliens, oui. 17 000 avait dit le secrétaire d'État sortant américain. Bon, dizaines de milliers. Bon, entre 10 000 et 20 000 nouvelles recrues auraient été recrutées encore une fois par le Hamas. Et en miroir, vous avez une société israélienne dont 10 à 15, voire 20% de ceux qui doivent répondre à l'appel du devoir refusent d'y aller. Ça en dit long sur l'état d'esprit aussi de cette société, dont la plupart des gens demandent maintenant l'arrêt des combats et la fin de cette guerre pour le retour des otages. Guillaume, et les otages sont devenus un objectif, je dirais, secondaire pour Guillaume, on donne les informations en temps réel parce que ça rejoint ce que vous étiez en train d'exposer. Responsable israélien à l'instant même qui dit que selon leurs informations, il y aurait entre 2 et 3 000 combattants du Hamas en ce moment dans Gaza. Vous avez vu cette information, Valérie? Non, je voudrais juste rajouter que la société israélienne, dont les réservistes évidemment font partie, la société civile, oui, a été sommée de choisir. Quand on voit que l'ancien Premier ministre, Ehud Barak, lance un appel en disant « Benjamin Netanyahou, rentre chez toi, il ne faudra qu'un pays soit totalement à l'arrêt pour éviter la course vers l'abîme que vous nous proposez. » Donc, ça, c'est Ehud Barak. Ça, c'est Ehud Barak qui le dit, mais il n'est pas le seul. Et on voit les manifestations, évidemment, des familles et des otages, mais aussi toutes ces familles qui ne veulent pas, et ça rejoint ce que disait Rina, que leurs enfants, appelés par la conscription, meurent dans une guerre à laquelle ils ne croient pas. C'est pas majoritaire. Je dis juste que le pays est fracturé. Oui, mais c'est pas, vous dites, Valérie, c'est pas majoritaire, mais c'est vrai qu'insistons sur le fait que c'est à prendre en considération parce que c'est tout à fait inhabituel. Absolument. C'est-à-dire qu'en Israël, le réflexe patriotique normalement l'emporte. Normalement, là, les doutes semblent commencer à prendre le dessus sur le réflexe patriotique. Un mot du timing, Grégory. Le 22 septembre, lundi prochain, la France doit reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que l'objectif de Benyamin Netanyahou, c'est de faire en sorte que d'ici le lundi 22 septembre, il n'y ait plus rien à reconnaître ? Il n'y a plus grand-chose à reconnaître à Gaza. Gaza est occupée à environ 70% par l'armée israélienne et la ville de Gaza City à 40%. Oui, il y a ce jeu à la fois militaire et diplomatique, vous avez raison. Militaire, il y a cette volonté d'aller, pardonnez-moi l'expression, elle est très malheureuse, jusqu'au bout. Jusqu'à peut-être l'occupation de Gaza, avec quand même la quasi-certitude que c'est pas comme ça qu'on va libérer les otages. Enfin, les opérations militaires, depuis 23 mois, à une ou deux exceptions près, ça n'a jamais libéré d'otages. Les seuls otages libérés l'ont été par la négociation, et on en est évidemment très loin. On rappelle les chiffres, Grégory. 251 personnes enlevées le 7 octobre, 47 encore retenues à Gaza, dont 25 décédés. Ce sont les informations de l'armée israélienne. Et l'angoisse terrible des familles qui ont manifesté très tôt ce matin à 5 heures devant le domicile de Netanyahou en disant « ce que vous faites, quasiment vous condamnez à mort les derniers otages encore vivants ». Pour ceux qui nous rejoignent, Guillaume, pouvez-vous réexpliquer les images que nous voyons en ce moment ? Où sommes-nous ? Que se passe-t-il ? Donc là, visiblement, ces images, elles sont prises aux alentours de Wadi Gaza. C'est donc en fait une sorte de coulée, de ruisseau qui coupe la bande de Gaza en deux. Donc on est au milieu, en gros, de la bande de Gaza. Les gens qu'on voit fuir, donc ce cortège de véhicules, de camions, de charrettes, parfois, et des gens qui partent à pied, ce sont des gens qui, pour la plupart, ont réussi à réunir une somme très importante. On m'a dit ce matin, depuis Gaza, qu'il fallait réunir entre 3 000 et 5 000 shekels pour pouvoir fuir la bande de Gaza. 3 à 5 000 shekels, ça représente 1 000 à 1 500 $. C'est une somme astronomique dans une bande de Gaza qui est absolument dévastée, qui est un enfer dans lequel il est très très difficile pour la population de réunir quelques maigres subsides pour ne serait-ce que manger. Donc les gens qu'on voit partir, ils représentent à peu près 300 000 personnes qui auraient quitté la bande de Gaza, qui auraient quitté la ville de Gaza, pardonnez-moi, Gaza City. Oui. Il en resterait 700 000 à l'intérieur. Vers où fuit-il ? Vers le sud. Il fuit vers le sud, vers de la bande de Gaza. Une zone qui aurait été aménagée et agrandie par Israël, qui représente à peu près 50 km², où l'objectif serait de parquer l'équivalent de 2 millions d'habitants dans 50 km². Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en termes de densité, mais c'est absolument invivable. Donc c'est ça le quotidien en ce moment de ces images, et elles décrivent le désastre et l'enfer que vivent les Palestiniens. On vous donne les informations en temps réel. Responsable militaire israélien, les troupes israéliennes avancent vers le centre de la ville de Gaza. C'est la dernière information. Elle date d'il y a 2 minutes, donc je vous la communique tout de suite. Et nous sommes toujours en ligne avec le général Nerlin.
Norlin, pardon. Bernard Norlin, rebonjour. Les troupes israéliennes en route vers le centre de la ville de Gaza. Dans le même temps, nous avons l'information qu'il y aurait entre 2 et 3 000 combattants du Hamas. Faut-il s'attendre à maintenant, sur un plan stratégique, des scènes de guérilla, de guerre urbaine entre les soldats israéliens et les hommes du Hamas? Écoutez, a priori, oui, on peut s'y attendre. Effectivement, il reste certainement des combattants du Hamas. D'ailleurs, vous savez que les troupes israéliennes, tout au long de cette très longue occupation de la bande de Gaza, ont quand même subi des pertes du fait de la guérilla. Donc, on peut penser que dans la Gaza City, et comme vous le savez, le combat de rue, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour les assaillants, dans ce cas-là, les Israéliens. La guerre de rue, c'est la guerre des snipers, c'est la guerre vraiment de la guérilla, et donc on peut penser qu'effectivement il y aura une résistance du Hamas. C'est ce qui est probable. Maintenant, il est aussi possible que le Hamas refuse le combat, et d'une façon ou d'une autre, et ne se livre qu'à quelques escarmouches et laisse l'armée israélienne rentrer dans Gaza et occuper la ville de Gaza. Voilà, donc probablement, c'est aussi la raison pour laquelle, si du côté des réservistes et des familles des réservistes, il y a quand même des craintes, car cette guerre, la guerre de rue, est quand même une guerre très meurtrière pour les assaillants, bien sûr pour ceux qui sont visés, mais aussi pour les assaillants. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même s'attendre normalement à une résistance du Hamas, et qui va utiliser au maximum les atouts qu'il peut avoir en mettant des snipers dans les rues, dans les ruines, etc. etc. Merci beaucoup, mon général, pour votre expertise. Grégory, oui. Juste sur cette question-là que vous posiez de risque de guérilla urbaine, à l'instant, les médias israéliens, et notamment la chaîne Cannes, dit que les forces armées israéliennes ont pénétré dans les faubourgs. On parle d'une avancée lente par étapes, avec des tirs nourris pour escorter les troupes qui avancent progressivement. Ça commence à ressembler effectivement à de la guérilla urbaine, avec, selon l'armée israélienne, encore une fois, c'est la communication qui a été fournie ce matin, entre 2 et 3 000 hommes du Hamas qui se trouvent dans Gaza City aujourd'hui. Un écho qui nous parvient de la région, et là je me tourne vers votre expertise aux uns et aux autres. Est-ce que le Hamas a une stratégie de bouclier humain? Est-ce que, Guillaume, vous dites oui, est-ce que par exemple, il peut y avoir la volonté de la part de l'organisation terroriste d'empêcher justement les populations de fuir, ou est-ce que cela relève davantage de la propagande israélienne? Qu'en est-il? Non, alors sur le plan factuel, il est vrai, et les chefs désormais morts du Hamas, notamment Yahya Sinwar, avaient théorisé sur le sacrifice nécessaire de victimes civiles pour servir la cause du Hamas. Donc in fine, l'effacement de l'État d'Israël dans un avenir plus ou moins longtemps, millénariste peut-être, demain ou dans 1000 ans, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de cynisme mortifère et cynisme sacrificiel du côté du Hamas, qui est complètement intégré dans les méthodes tactiques. Sur le plan moral, c'est absolument déplorable. Sur le plan tactique et militaire, l'idée est effectivement de pousser les Israéliens à se bourbier à cette guerre du Vietnam bis, qui veut que dans un contexte asymétrique, le vainqueur d'une telle guerre, c'est celui qui n'est pas vaincu. Et si le Hamas continue à ne pas être vaincu parce que toute la bande de Gaza et la ville de Gaza en particulier est piégée, il reste encore des tunnels, il y a des toits, tout est détruit, il y a une possibilité de piéger les routes sur lesquelles vont s'avancer ces soldats, ces fantassins. Et si à la fin ce but n'a pas été atteint, l'éradication du Hamas, et si à la fin le Hamas ne lève pas le drapeau blanc et les otages ne sont pas libérés, le vainqueur aura été celui qui n'a pas été vaincu. C'est l'objectif du Hamas. Merci beaucoup Rina Bassis d'avoir été mon invité ce matin. Grégory, Guillaume, merci à tous les deux.